Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Moyen-Âge parce qu'au final le Moyen-Âge c'est un peu comme l'Antiquité, il y a beaucoup de clichés à briser. Tenez, par exemple, les chevaliers. Si je vous dis chevalier, la plupart des gens vont penser à un guerrier en grosse armure avec une grosse épée. Mais après ça, les gens vont partir dans tout un tas de clichés plus ou moins exacts. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir ce qu'était concrètement la chevalerie et ce que c'était que d'être un chevalier au Moyen-Âge. On pourrait remonter les origines de la chevalerie à la fin de l'Empire romain d'Occident, mais c'est vraiment entre les 8e et les 10e siècles que tout cela va commencer à apparaître. En fait, l'apparition de la chevalerie est très liée aux évolutions socio-politiques que connaît le royaume franc à cette époque, et à l'émergence de ce que l'on appelle la féodalité. Du 8e au 10e siècle, l'Europe occidentale connaît une longue période d'invasion menée par différents peuples. Les Normands, qu'on appelle vulgairement les Vikings au nord-ouest, les Sarrasins au sud, et dans une moindre mesure pour la région qui nous intéresse, les Hongrois à l'est. Dans la seconde moitié du 9e siècle, la dislocation du grand empire de Charlemagne va entraîner un affaiblissement progressif du pouvoir royal. Les rois francs ne parviennent plus ni à gérer leur royaume, ni à contrer efficacement les menaces extérieures. Ce sont donc des seigneurs localement puissants qui vont s'organiser en seigneuries rurales pour gérer ces problèmes. Le seigneur va diviser son domaine en différents fiefs et contre la promesse d'une obéissance et d'une assistance souvent guerrière, il va nommer des vassaux à la tête de ces fiefs. C'est de façon très simplifiée la mise en place de la féodalité. Même s'ils sont soumis à l'autorité de leur seigneur, ces vassaux sont quand même d'un rang social nettement supérieur à celui des paysans qui travaillent pour eux. La plupart sont d'ailleurs des milites, des guerriers à cheval. À la base, le mot latin miles désigne un guerrier au sens large du terme, mais à partir de l'époque carolingienne, on va commencer à faire la distinction entre le miles, le guerrier à cheval, et le pedites, le guerrier à pied. L'équipement de ces milites coûte cher et pour le payer, il faut gagner 4 à 5 fois plus qu'un fantassin à pied. La plupart de ces milites étaient donc des vassaux du seigneur qui vivaient sur ses terres et lui avaient prêté allégeance. Mais l'on pouvait aussi trouver des paysans enrichis, des serviteurs entraînés par le seigneur lui-même, ainsi que les fils cadets, les fils bâtards et les fils illégitimes du seigneur. Certains milites étaient aussi de jeunes hommes de bonne famille mais peu fortunés que le seigneur prenait sous son aile et entraînait. Il arrivait même que le seigneur choisisse des serfs méritants pour devenir des milites, mais cela restait quand même relativement rare. Bref, tout ce beau monde formait la militia du seigneur. Cette militia est chargée de servir et protéger le seigneur, son domaine et tous les gens qui y travaillent, principalement des paysans. Il devait aussi rétablir l'ordre en cas de trouble ou de révolte paysanne. En gros, régler tous les problèmes qu'un arbitrage pacifique n'a pas su résoudre. Au fil du temps, une conscience de groupe va se créer entre tous ces milites et on voit apparaître un code moral fondé sur des valeurs guerrières. C'est finalement au cours du XIe siècle que le mot chevalier va être utilisé pour désigner ces cavaliers guerriers pourvus de qualités morales et sociales. Le chevalier est alors un partenaire de la noblesse car comme on l'a vu, tous les chevaliers ne sont pas nobles. La société des trois ordres qu'on a tous appris au collège, noblesse, clergé, tiers-état, apparaît au Xe-XIe siècle. Mais la noblesse ne regroupe pas que les nobles au sens où on l'entend aujourd'hui, puisqu'elle regroupe les nobles et les chevaliers. Pour mieux comprendre, il vaut mieux utiliser les termes latins. On a donc les bellatores, ceux qui combattent, les oratores, ceux qui prient, et les laboratores, ceux qui travaillent. Car même si le terme de noble est utilisé dès le Xe siècle, le statut de noble, lui, n'est défini par le droit qu'à partir du XIIIe siècle. Avant cette date, la noblesse désigne plus une qualité morale de l'aristocratie. Dès le XIe siècle, ces aristocrates, propriétaires de seigneuries et détenteurs du droit de commandement, le ban, ne peuvent pas se passer d'auxiliaires armés. C'est là le rôle des chevaliers. Le seigneur lui-même ainsi que l'un de ses fils doit d'ailleurs être capable de combattre comme n'importe quel chevalier.
C'est aussi au XIe siècle qu'apparaît la cérémonie de l'adoubement. À cette époque, c'est juste une cérémonie au cours de laquelle le seigneur remet ses armes aux chevaliers. Cette cérémonie va évoluer et au XIIe siècle, un prêtre est présent et le futur chevalier doit prendre des engagements moraux en s'engageant à la vaillance, à la loyauté et au respect de l'adversaire. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? L'adoubement. Quoi, on aurait couché dehors? Comment voulez-vous que ça s'appelle? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas moi... chevaliérisation. Au XIe et au XIIe siècle, la chevalerie est encore un bon moyen pour les paysans d'accéder à l'aristocratie. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, pour devenir chevalier, il faut remplir 2 conditions. Avoir la condition physique nécessaire et avoir les moyens de se payer l'équipement et l'entraînement du chevalier. Une fois ces 2 conditions remplies, il faut quand même être fait chevalier par un autre chevalier. En général, cela se fait après avoir combattu quelque temps en tant qu'écuyer. Un paysan enrichi peut donc devenir chevalier et ainsi accéder à une sorte d'aristocratie de seconde zone. Et si son fils devient également chevalier, après 2 ou 3 générations, ou même parfois une seule, la famille finit par faire partie à part entière de l'aristocratie. Au XIIe siècle, la chevalerie n'est pas une classe sociale, puisque certains chevaliers sont de grands seigneurs, tandis que d'autres sont des paysans. C'est plus une profession, un métier, une corporation de gens de guerre. Mais à partir du XIIIe siècle, l'accès à la chevalerie va progressivement se fermer aux non-nobles, et cet ascenseur social ne sera plus possible. À partir du milieu du XIIIe siècle, on ne peut devenir chevalier que si l'on est né noble ou si l'on a obtenu une autorisation spéciale du roi ou du prince. L'aristocratie va ainsi réserver à ses fils l'honneur d'être chevalier, même si tous les nobles ne sont pas chevaliers. Après le XIIIe siècle, l'adoubement va également devenir plus rare. Du XIVe au XVIe siècle, le nombre de chevaliers va constamment diminuer. Les charges militaires qui pèsent sur les chevaliers sont de plus en plus lourdes, et la plupart des nobles préfèrent rester écuyers toute leur carrière pour des raisons financières. Certains sont quand même adoubés sur le champ de bataille pour récompenser leur valeur au combat et d'autres adoubements ont toujours lieu mais uniquement dans la haute aristocratie pour donner aux jeunes nobles une sorte de consécration sociale. La chevalerie devient plus une promotion décorative en récompense de services rendus ou accordés pour des raisons diplomatiques. À la fin du Moyen-Âge, la chevalerie est devenue une confrérie d'élite de la noblesse réservée à la haute aristocratie et à quelques nobles particulièrement valeureux sur le champ de bataille. En parlant de champ de bataille, il est temps de s'intéresser à tout ce qui est d'ordre militaire. La chevalerie va apporter avec elle une nouvelle méthode de combat, la charge à la lance. Jusqu'au XIe siècle, les cavaliers équipés de lances utilisaient celle-ci pour piquer leurs adversaires ou la lancer comme un javelot. En fait, jusqu'au XIe siècle, on combattait à cheval exactement comme on combattait à pied. Mais à partir du XIe siècle, les chevaliers vont agir différemment. Ils vont caler la lance sous leurs bras au niveau de l'aisselle et la tenir bien droite avant de lancer leur monture et charger l'ennemi. Cette nouvelle technique peut sembler simpliste, mais à l'époque c'est une véritable révolution et cette technique restera la marque de fabrique des chevaliers jusqu'à la fin de la chevalerie. Une charge de chevalerie était bien souvent inarrêtable et mettait un joyeux bazar au sein des lignes ennemies. Évidemment, pour que cette technique fonctionne, il fallait que le terrain soit favorable et il ne fallait pas que l'ennemi s'enfuit en voyant les chevaliers approcher. Il fallait aussi que les chevaliers aient reçu un solide entraînement physique et moral, que les chevaliers chargent en rang serré, qu'ils n'aillent pas trop vite car sinon la lance risque de se briser à l'impact et que la lance percute la cible de façon parfaitement perpendiculaire, sinon elle risque de dévier et d'entraîner une chute. C'était assez technique et comme on le verra plus tard, cela ne fonctionnait pas toujours, mais lorsqu'une charge réussissait, elle était souvent décisive. L'apparition de cette nouvelle technique va également bouleverser l'équipement des soldats et en particulier des chevaliers. Comme vous l'imaginez, en 400 ans, l'équipement des chevaliers a pas mal évolué. Puisqu'on parlait de la charge à la lance, on va commencer par les armes.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'arme de prédilection du chevalier n'est pas l'épée, mais la lance. Avant le XIe siècle, quand elle était utilisée pour piquer, elle ne mesurait pas plus de 2,50 m. Avec l'apparition de la charge, elle va constamment gagner en taille et en poids. Elle va dépasser les 3,50 m au XIIIe siècle et au XIVe siècle, une lance peut peser jusqu'à 18 kg. Sa construction est assez simple. Elle se compose d'une hampe en bois de hêtre, de frêne ou de pommier, ainsi que d'une pointe à double tranchant, parfois munie d'un arrêtoir. On y ajoute aussi un pennon ou une bannière qui sert à marquer le rang de celui qui la porte. Cela sert aussi de point de ralliement sur le champ de bataille. Si la lance se brise ou si le chevalier se retrouve à terre, il va utiliser son arme secondaire, souvent une épée. Certains utilisent aussi une masse d'armes et les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer une épée s'équipent d'une hache, mais la plupart du temps c'est une épée. Au XIe-XIIe siècle, elle mesure entre 90 et 100 cm et pèse entre 1 kg et 1,8 kg. À partir du XIVe siècle, le bouclier va peu à peu devenir inutile du fait de l'évolution des armures et les chevaliers vont commencer à utiliser des épées plus longues à deux mains. Certains chevaliers particulièrement riches peuvent faire graver la lame ou même placer une relique dans le pommeau. Car même si je vous ai dit que l'arme de prédilection du chevalier est la lance, les chevaliers sont très attachés à leur épée. Ils leur donnent souvent un nom et ne s'en séparent que très rarement. Enfin, pour compléter cet armement, le chevalier était également équipé d'une dague d'une vingtaine de centimètres, souvent utilisée pour percer les ennemis au niveau des jointures de l'armure ou directement dans la visière. Les armures justement. Du XIe au XIIIe siècle, la pièce d'armure principale est la cotte de maille ou aubert, qui protège le chevalier sur l'ensemble du corps. Cette cotte de maille est en général enfilée par-dessus un gambison, une sorte de pourpoint renforcé. L'avantage du aubert est qu'il est souple et relativement léger, entre 12 et 15 kg. L'inconvénient est qu'il protège assez peu des carreaux d'arbalète ou des lances lors des charges. On ajoute à cela des chausses de maille, des manches de maille, des mitaines de maille, des coiffes de maille, bref, de la maille partout. Au cours du XIIIe siècle, cette armure de maille va se renforcer et on commence à y mettre des plaques de métal ou de cuir bouilli un peu partout, ce que l'on va appeler armure à plate. Et enfin, au XVe siècle apparaît ce que l'on appelle le grand harnois, une armure complète composée de parties rigides articulées. Cette armure offre une protection totale aux chevaliers, mais elle est aussi 2 fois plus lourde que le aubert du XIe siècle, puisqu'elle pèse entre 25 et 30 kg. Mais contrairement aux idées reçues, même avec ce grand harnois de 30 kg sur le dos, un chevalier bien entraîné peut facilement monter à cheval ou se relever s'il tombe par terre. Sur la tête, on porte d'abord un casque que l'on appelle casque normand ou casque nasal. À la fin du XIIe siècle, on ajoute une plaque faciale à ce casque. Puis on passe au aume intégral au XIIIe siècle et enfin au bassinet à visière mobile au XIVe siècle. Enfin, pour compléter l'équipement défensif, le bouclier. Au XIe et au XIIe siècle, c'est le bouclier normand en forme d'amande qui domine. Par la suite, plus les armures vont s'épaissir, plus la taille du bouclier va diminuer. Au XIIIe siècle, on passe à la targe dont la taille va encore diminuer au XIVe siècle et finalement le bouclier va totalement disparaître au XVe siècle. Pour le cheval, on estime qu'il pouvait porter environ 1/5 de son poids. Il fallait donc des chevaux de plus de 600 kg pour pouvoir supporter un chevalier tout équipé qui pesait environ 120 kg. On utilise donc les destriers, les palefrois étant réservés à la parade. Dès le XIIe siècle, on leur met des couvertures de mailles et de cuir pour les protéger des flèches et à partir du XIVe siècle, on voit même apparaître des armures intégrales pour chevaux. Alors évidemment, tout ça coûte cher, tout cela coûte même très cher. Au XIIe siècle, l'équipement total d'un chevalier représente l'équivalent de 30 bœufs. Et à cela, il faut encore ajouter le coût de l'entretien de l'équipement et des chevaux. Sans compter qu'à partir du XIIIe siècle, il faut aussi ajouter le coût de l'adoubement et de la fête qui s'ensuit. C'est d'ailleurs la principale raison de la diminution croissante du nombre de chevaliers à partir du XIIIe siècle. Cela coûte trop cher. Beaucoup de vassaux vont préférer payer une taxe plutôt que de s'équiper et de partir combattre avec leur seigneur. Certains seigneurs vont alors devoir payer de leur poche l'équipement de leurs vassaux, mais d'autres vont préférer engager des mercenaires.
Justement, il est temps de voir dans quel contexte le chevalier part à la guerre. Les chevaliers sont des professionnels de la guerre, mais ils ne combattent pas non plus tout le temps ou quand ils le veulent. Il y a surtout le temps militaire qu'un vassal doit à son suzerain. Le chevalier a 3 obligations militaires principales. Il y a d'abord le temps de garnison, durant lequel un chevalier doit rester en garnison dans un château. Lorsqu'il le peut, le chevalier paye une taxe pour ne pas avoir à le faire. Il y a ensuite la chevauchée, une mobilisation militaire de 8 jours qui prend la forme d'un raid sur les terres d'un seigneur voisin ou d'une opération de maintien de l'ordre. Mais plus l'autorité du roi va se renforcer, plus le nombre de chevauchés va diminuer, car le roi va de moins en moins supporter que ses vassaux se fassent la guerre entre eux. Et il y a enfin le service d'ost, qui lui ne peut être exigé qu'une fois par an, mais qui dure 40 jours en temps de paix et 60 jours en temps de guerre. Ce service d'ost est assez rare et n'est en général demandé que par des seigneurs de haut rang. Au bout des 40 ou des 60 jours, le chevalier peut soit rentrer chez lui, soit continuer à se battre contre un salaire qui est versé par le seigneur qui a levé l'ost. En général, lors d'une levée d'ost, le chevalier ne part pas seul au combat. Il est d'abord accompagné de ses écuyers, mais aussi de sergents armés qui sont des cavaliers montés armés, mais qui n'ont pas le titre de chevalier. Et en cas de besoin, il peut aussi être accompagné d'un certain nombre de paysans qui forment une troupe de soldats à pied mal équipés. Tout cela est bien entendu très théorique, car il y a toujours des chevaliers qui ne répondent pas à la levée d'ost alors qu'ils le doivent, au prétexte qu'ils sont trop loin ou trop pauvres. Par exemple, en 1166, le roi Henri II d'Angleterre possède 6278 fiefs tenus par des chevaliers. Mais au moment de la levée d'ost, il n'y a pas plus de 5000 chevaliers à venir. La situation n'est pas tellement mieux en France, surtout au XIIIe siècle où les défections se multiplient, malgré les réquisitions et les amendes. Pour pallier à ce problème, les ducs et les rois recrutent et payent des chevaliers qui ne doivent pas l'ost ou qui l'ont déjà effectué, ou des mercenaires. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de crise de recrutement. Le système tourne plutôt bien puisque les rois payent ces chevaliers ou ces mercenaires avec l'argent des taxes et des amendes qui sont payées par les chevaliers qui refusent de répondre à l'appel. À partir de la fin du XIIIe siècle, la plupart des soldats et des chevaliers désarmés sont d'ailleurs rémunérés. On a aussi une modification des mentalités et des usages à cette époque. Le service militaire, y compris des chevaliers, n'est plus exigé en tant que vassal du roi, mais en tant que sujet du royaume. La finalité de tout ça, c'est l'apparition d'armées professionnelles permanentes au XIVe siècle. Tout ce dont je viens de vous parler fait qu'au final, les batailles sont très rares, car cela coûte très cher et les deux belligérants ont beaucoup à perdre. D'ailleurs, elles sont encore plus rares entre le XIe et le XIIIe siècle. Au XIIe siècle, on estime que de nombreux chevaliers n'ont connu aucune bataille. Pour autant, cela ne veut pas dire que les chevaliers ne participent pas à des opérations militaires. Les chevaliers participaient aux sièges de villes ou de châteaux ou à des razzias pour ravager les terres ennemies. Mais les véritables batailles entre deux armées étaient très rares. Et quand ces batailles ont lieu, on a tendance à trop sous-estimer les soldats à pied ou les archers qui ont pourtant un rôle fondamental et sont d'ailleurs souvent méprisés par les chevaliers. Mais on remarque aussi qu'aucune grande bataille n'a été gagnée sans la cavalerie. Les chevaliers, qui forment une cavalerie lourde, impressionnent l'ennemi et donnent confiance aux soldats à pied. Et puis cette cavalerie a souvent un rôle décisif dans le champ de bataille en chargeant au bon moment. Même au XVe et au XVIe siècle, lorsqu'elle est bien utilisée, la cavalerie reste décisive sur le champ de bataille. Enfin, en ce qui concerne les pertes au combat, elles sont souvent faibles chez les chevaliers mais élevées chez les soldats à pied. Cela s'explique par l'armement des soldats à pied qui est de moins bonne qualité que celui des chevaliers, mais aussi par les effectifs disproportionnés qui sont engagés lors des batailles. En général, on estime que dans une bataille, il y a environ un chevalier pour 7 à 20 piétons. Si l'on prend l'exemple de la célèbre bataille de Bouvines en 1214, l'armée impériale vaincue d'Othon IV compte 169 chevaliers tués pour plusieurs milliers de soldats à pied tués. Même si les grandes batailles sont rares,
les dommages collatéraux et les dommages causés par les chevauchés sont encore trop importants. C'est pourquoi l'Église va tenter dès le début de la chevalerie d'encadrer toute cette violence. Au Xe et au XIe siècle, le pouvoir royal est faible et les seigneurs passent leur temps à se faire la guerre entre eux. Le plus souvent pas lors de batailles rangées, mais plutôt au moyen de raids ou de pillages. Les chevaliers sont même utilisés pour punir les paysans qui se révoltent ou refusent de se soumettre. Évidemment, dans ce contexte, il y a beaucoup d'excès, et les premiers à en souffrir sont les hommes et les femmes du monde paysan. Il arrive même que les chevaliers pillent des terres appartenant à l'église. Cette église va donc tenter dès le XIe siècle de limiter cette violence et de protéger non seulement les biens de l'église, mais surtout les plus démunis et ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. La question est assez délicate car les terres de l'église sont elles-mêmes soumises au service d'Ost. Certains clercs doivent partir combattre quand leur suzerain, parfois le roi, les convoque. L'Église va alors mettre en place à partir du XIe siècle les institutions de paix. Elle va imposer, au nom de Dieu, un certain nombre de mesures pour endiguer cette violence. Il y a d'abord la paix de Dieu, qui vise à protéger les biens de l'Église et les plus vulnérables. Cette paix dit par exemple qu'un chrétien qui se réfugie dans une église reçoit une immunité totale. Le pillage des églises est interdit, et il est également interdit pour un homme en armes d'attaquer ou de rançonner un homme désarmé. En gros, la paix de Dieu tente de limiter les conséquences de la guerre aux gens de guerre et aux bâtiments à vocation militaire. Pour compléter cela, on a la trêve de Dieu. La trêve de Dieu interdit toute action guerrière pendant les périodes liturgiques importantes, à savoir les 4 semaines de l'Avent avant Noël et les 40 jours du Carême qui précèdent Pâques. Cela concerne aussi les liturgies ordinaires et il est désormais interdit de se battre du jeudi matin au dimanche soir. Bien entendu, tout le monde ne respecte pas ces mesures et l'Église ne parvient pas totalement à abolir le droit de faide, le droit à la vengeance. Et puis, certains seigneurs arrivent toujours à trouver des excuses pour contourner la trêve de Dieu. Mais avec le temps, toutes ces mesures vont finir par s'imposer et être de plus en plus respectées, l'Église n'hésitant pas à brandir la menace de l'excommunication. La paix de Dieu est d'ailleurs l'une des raisons de la diminution puis de la quasi-disparition des chevauchés. Et puis il faut dire que les croisades vont offrir une distraction nouvelle pour tous ces chevaliers en mal de combat. Mais je ne vais pas trop parler des croisades ni des templiers ici, sinon la vidéo va vraiment s'éterniser. On va plutôt revenir aux chevaliers en parlant de l'honneur chevaleresque et des valeurs des chevaliers. À leur manière, les chevaliers vont aussi limiter certaines formes de violence à travers un code d'honneur. Concrètement, les chevaliers vont avoir tendance à faire preuve de courtoisie entre eux et à s'épargner sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs l'une des raisons du faible nombre de chevaliers à mourir au combat. Il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, les chevaliers se connaissent. Ils se connaissent et apprennent à s'estimer pour la simple raison que 2 chevaliers qui sont ennemis lors d'une bataille peuvent se retrouver alliés lors d'une future bataille. Une conscience de classe chevaleresque va donc assez rapidement se développer entre eux. Ils voient plus la guerre comme un sport et savent reconnaître les qualités d'un adversaire valeureux, et donc se montrer clément avec lui. On a même des cas où des chevaliers préviennent à l'avance où et quand ils attaqueront pour être sûr que leur adversaire soit bien présent. Ou lors de sièges, on voit parfois des chevaliers assiégeants venir défier en combat singulier un chevalier assiégé. Et puis il y a aussi la question financière. On préfère en général capturer un chevalier vivant et exiger une rançon pour sa libération. C'est beaucoup plus rentable que de le tuer. Le célèbre Bertrand du Guesclin par exemple est fait plusieurs fois prisonnier et libéré en échange d'une rançon. On peut aussi citer l'exemple de la bataille de Brémul en 1119 où 500 chevaliers anglo-normands affrontent 400 chevaliers français. Et bien à l'issue de cette bataille, il n'y aurait eu que 3 morts. En revanche, 140 chevaliers français auraient été capturés. Évidemment, il y a toujours des exceptions comme la bataille d'Azincourt où les Anglais font massacrer tous les prisonniers français. Il faut aussi préciser que ce code d'honneur ne vaut qu'entre chevaliers.
Les soldats piétons et les archers n'ont aucune valeur marchande, et ils sont en plus méprisés par les chevaliers. En général, ils se font massacrer. Mais les chevaliers ne sont pas juste attirés par l'appât du gain, l'honneur est très important pour eux. Car l'honneur, ce n'est pas seulement personnel pour un chevalier, c'est multigénérationnel. Un chevalier ne doit pas se déshonorer car il déshonorerait tout son lignage. Il y a aussi une sorte de contrainte morale qui oblige un chevalier à faire preuve de toujours plus d'honneur afin de se montrer digne de ses ancêtres. C'est quelque chose qui est très présent dans l'éducation aristocratique. Sur le champ de bataille, cela peut se traduire très positivement avec des chevaliers qui ignorent la peur et inspirent le reste de l'armée. Mais l'honneur peut aussi conduire les chevaliers à mener des attaques suicidaires. Et croyez-moi, les exemples ne manquent pas. En 1187 par exemple, lorsque Gérard de Rittefort fait charger 150 chevaliers contre 7000 soldats musulmans. C'est évidemment un massacre et seuls 8 chevaliers survivent. C'est aussi une charge de ce type complètement désorganisée qui va mener au massacre de Crécy en 1346. Mais parfois, il faut bien reconnaître que ça marche, comme en 1249, lorsque Renaud de Vichier fait charger les soldats sarrasins contre l'avis du roi et parvient malgré tout à les mettre en déroute. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la chevalerie ne disparaît pas au XVe siècle, ni même en 1524 lorsque le célèbre chevalier Bayard meurt fauché par un tir d'arquebuse. Les dernières charges de chevalerie ont lieu au début du XVIIe siècle. Comme on l'a vu, un chevalier c'est bien plus qu'un soldat ou qu'un noble, c'est un idéal chevaleresque, porté à la postérité par les chansons de geste et les premiers romans. Postérité qui d'ailleurs est parvenue jusqu'à nos jours. L'impact militaire, social et culturel de la chevalerie est considérable, même si comme on l'a vu, la chevalerie avait aussi ses limites. Je n'ai pas pu aborder tous les aspects de la chevalerie parce que je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps et que vous soyez noyés sous les informations. Mais rassurez-vous, d'autres vidéos sur les chevaliers vont arriver, des vidéos qui pourront être regardées indépendamment de celle-ci ou en complément. Alors pour ne pas les rater, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et n'oubliez pas non plus de commenter, de liker et de partager cette vidéo afin d'aider à son référencement. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures chevaleresques, en attendant je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.